Bonjour la famille, bienvenue à Stories with Madesi. C'est la partie 2 de l'histoire précédente. Au cas où vous l'auriez manqué, regardez notre vidéo précédente ou consultez le lien dans la section commentaires. Veuillez vous abonner et laisser un like pour nous. Cela signifie le monde pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et à vos proches et activez les notifications de publication pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La chambre d'hôpital était faiblement éclairée, remplie du bip rythmique des machines et des cris occasionnels de nouveau-nés résonnant depuis le couloir. Tiffany serrait le bord du lit, son visage déformé par la douleur alors qu'une autre contraction la traversait. La sueur ruisselait sur ses tempes, imbibant son oreiller tandis qu'elle luttait contre l'épuisement. Des heures avaient passé, de longues heures brutales où son corps était poussé à ses limites. Les infirmières s'affairaient autour d'elle, lui offrant des encouragements, mais le visage qu'elle désirait désespérément voir manquait. Juste un peu plus, Tiffany. Vous vous débrouillez très bien, pressa le médecin, sa voix ferme, mais son cœur battait d'anxiété. Où était Julian? Il avait promis d'être là. Elle l'avait imaginé lui tenant la main, essuyant ses larmes, lui murmurant qu'ils traverseraient cela ensemble. Au lieu de cela, le silence de son absence rongeait son âme. Avec une dernière poussée et un cri qui déchira le plus profond de son être, ses bébés naquirent, 3 petites vies magnifiques. Les larmes coulèrent de ses yeux, non seulement de douleur, mais d'une joie si profonde qu'elle la bouleversa. Pourtant, sous la joie, se cachait un vide amer, car l'homme qui aurait dû être à ses côtés était introuvable. Une infirmière plaça doucement l'un des bébés dans les bras de Tiffany, emmailloté dans une douce couverture rose. Elle baissa les yeux, le souffle coupé. « Bonjour, ma puce », murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Le bébé cligna des yeux vers elle, comme s'il reconnaissait la voix qui lui avait chanté des berceuses depuis l'utérus. Une autre infirmière s'approcha avec les 2 autres, et bientôt Tiffany fut entourée par la chaleur de ses filles nouveau-nées. Mais juste au moment où elle se permettait de sourire, la porte s'ouvrit brusquement. Julian entra, tard et pire, visiblement irrité. Il ne regarda pas les bébés. Il ne se précipita pas aux côtés de Tiffany. Au lieu de cela, il se tenait près de la porte, les bras croisés, son visage tordu par quelque chose entre le mépris et le dégoût. « Alors c'est ça », dit-il froidement. Le cœur de Tiffany, encore gonflé de joie maternelle, s'arrêta. « Julian, elles sont là, nos filles. » Sa voix était douce, pleine d'espoir, mais Julian se contenta de ricaner. « Tu n'es bonne qu'à fabriquer des bébés, » marmonna-t-il, se détournant. Ces mots la frappèrent comme une gifle, plus douloureuse que toute contraction. La chambre tourna, les doux cris des bébés soudain noyés par la tempête dans sa poitrine. Alors que Julian sortait sans un autre regard, Tiffany serra ses enfants plus fort, ses larmes revenant, cette fois, non de joie, mais de la douleur naissante de la trahison. Le jour après avoir donné naissance aurait dû être rempli de chaleur, de félicitations et du doux murmure de l'amour. Au lieu de cela, Tiffany était assise, appuyée dans le lit d'hôpital, son corps endolori et son cœur plus lourd que jamais. Les jumeaux dormaient dans des berceaux à côté d'elle, tandis que son 3e bébé tétait tranquillement à sa poitrine. Il y eut un coup à la porte, un coup sec, presque en colère, et Julian rentra, cette fois sans fleurs, sans cadeaux, sans même un regard vers les bébés. Il portait l'attention d'un homme contraint à un devoir qu'il ne voulait pas. Tiffany offrit un faible sourire. « Julian, tu veux la tenir ?» demanda-t-elle, berçant doucement le nouveau-né. Julian ne s'approcha pas. Au lieu de cela, il plissa les yeux et dit sèchement, « Je n'ai pas demandé 3 enfants. »« Tu as fait ça, Tiffany, toi. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent d'incrédulité. « Ce sont tes enfants aussi, » répondit-elle doucement, essayant de garder sa voix ferme. Mais Julian lui avait déjà tourné le dos. « Tu as utilisé cette grossesse pour me retenir. Mais soyons clairs, je ne me laisserai pas enchaîner comme mon père a été enchaîné par ma mère. » Sa voix craqua de dédain, et avant qu'elle ne puisse répondre, il était reparti, cette fois, en claquant la porte si fort que les bébés se remuèrent et gémirent. Tiffany retint un sanglot en leur tapotant le dos, murmurant des mots apaisants dont elle avait désespérément besoin elle-même. Plus tard ce soir-là, une infirmière entra et proposa d'emmener les bébés à la pouponnière un moment, pour que Tiffany puisse se reposer. Elle secoua la tête. « Non, je veux qu'ils soient avec moi. » murmura-t-elle, ses bras entourant les 3. Seule à nouveau,
elle laissa ses pensées se dérouler. La douleur de l'accouchement n'était rien comparée au déchirement émotionnel que Julian venait d'infliger. L'homme avec qui elle avait autrefois bâti une vie se tenait maintenant comme un étranger de l'autre côté d'un gouffre de ressentiment. Elle se rappela leur début, comment il lui écrivait des mots d'amour et la surprenait avec des dîners tardifs. Où était parti cet homme? Elle cligna des yeux pour chasser les larmes, effleurant les joues de son bébé du bout des doigts, se forçant à garder son calme. Astérisque, on va s'en sortir astérisque, murmura-t-elle dans le silence, plus pour se convaincre elle-même que quiconque. Son téléphone vibra. C'était un message de Julian. Le cœur battant, elle l'ouvrit, espérant des excuses. Au lieu de cela, il disait, astérisque ne m'attend pas à revenir. Gère ton désordre astérisque. Tiffany fixa l'écran, engourdie. Elle berça doucement ses filles tandis que des larmes chaudes coulaient sur son visage. Ce qui était autrefois son refuge, son mariage, était maintenant devenu le champ de bataille le plus dangereux de sa vie. Tiffany fut finalement libérée de l'hôpital. Pourtant, au moment où elle entra dans leur appartement autrefois partagé, une immobilité écrasante la salua. Il n'y avait ni ballon, ni carte, ni aucun signe qu'un père avait accueilli ses filles dans le monde. L'appartement sentait le moisi, comme si quelque chose était mort, non pas au sens littéral, mais dans l'âme de l'endroit. Elle posa doucement les sièges auto sur le canapé et regarda autour d'elle, réalisant soudain à quel point elle ne reconnaissait pas l'endroit qu'elle appelait autrefois sa maison. Les souvenirs flottaient comme des fantômes. Julian, la faisant tournoyer dans la cuisine en riant, des rêves murmurés de leur avenir, murmurés sous des couvertures chaudes. Maintenant, ces souvenirs semblaient être de cruels échos. Tiffany jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir du couloir, pâle, épuisée, mais toujours debout. Elle devait le faire. D'accord, les filles, murmura-t-elle au nourrisson. On va y arriver, même si on n'est plus que nous quatre. Mais même en parlant, ses genoux plièrent sous elle. Elle tomba au sol, non par douleur, mais par le poids du chagrin. Aucune femme ne planifie ce genre de solitude. Aucune mariée ne remonte l'allée en pensant qu'elle sera un jour abandonnée avec des bébés sur la hanche et personne pour rattraper sa chute. Plus tard cette nuit-là, Tiffany s'assit en tailleur sur le tapis délavé du salon, regardant les bébés dormir dans des berceaux improvisés avec des paniers à linge. Son corps souffrait de fatigue postnatale, et ses seins battaient la chamade à cause de l'allaitement, mais son esprit refusait de s'éteindre. Elle prit une photo de leur mariage, une où Julian la regardait comme si elle était la seule femme sur terre. Qu'est-il arrivé à cet homme, murmura-t-elle, pressant le cadre contre sa poitrine. Un sanglot s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse le retenir. Astérisque, qu'est-ce que j'ai fait de si mal pour que tu deviennes comme ça? Astérisque, il n'y eut aucune réponse, seulement le silence, et le silence faisait plus mal que la colère n'aurait jamais pu le faire. Dans le calme, son esprit rejouait sans cesse les paroles venimeuses de Julian comme une cruelle berceuse. Quand l'un des bébés se remua et gémit, elle se traîna pour le réconforter, posant un baiser doux sur le petit front. Tu n'as pas besoin de son amour, murmura-t-elle avec ferveur. Tu as le mien, et je jure que je ne te laisserai jamais ressentir ce genre de vide. Le vœu résonna fort dans son âme. Ce n'était plus seulement une question de chagrin. Il s'agissait de protéger ses enfants pour qu'ils ne grandissent pas en pensant qu'ils étaient indignes de l'amour d'un père. Les jours s'étiraient en semaines comme une punition lente et épuisante. Chaque lever de soleil apportait une nouvelle vague de fatigue tandis que Tiffany essayait de gérer les changements de couches, les tétés et les cris de colique sans un partenaire à ses côtés. Son téléphone restait obstinément silencieux. Pas d'appel de Julian, pas de message, pas même un contrôle curieux pour voir si les filles mangeaient, grandissaient, survivaient. La douleur n'était plus seulement physique. Elle s'était ancrée profondément dans son esprit. Elle était assise près de la fenêtre chaque matin, attendant, espérant, mais le coup à la porte ne venait jamais. Et puis, un soir, un coup vint, mais ce n'était pas Julian. C'était sa mère, Betty. Vêtue d'un chemisier en soie serrée et d'un parfum excessif, elle entra comme si l'appartement lui appartenait. Eh bien, renifla Betty, observant le désordre de bouteilles et de vêtements de bébé. Tu as vraiment mis cet endroit en désordre. Les épaules de Tiffany se raidirent. Qu'est-ce que tu fais ici, Betty? La vieille dame ne s'assit pas. Elle se tenait les bras croisés, le jugement dégoulinant de chaque pore. Je suis venu voir si tu avais enfin arrêté d'essayer de piéger mon fils avec tous ces bébés. Tu crois vraiment que ça va le faire rester? Les yeux de Tiffany s'assombrirent,
mais elle garda son ton. Ce sont ses filles, et je n'ai piégé personne. Votre fils a aussi fait des choix. Betty roula des yeux. Julien n'a jamais voulu plus d'enfants, il me l'a dit lui-même. Tu aurais dû gérer tes affaires comme une femme responsable. L'insinuation piquait. Tiffany retint sa fureur. Sors, dit-elle doucement. Betty rit, un son aigu et amer. Oh, ma chérie, ce n'est que le début. Ne pense pas que tu gagneras quoi que ce soit en jouant la pauvre femme abandonnée. Les hommes comme Julien ne reviennent pas par culpabilité. Ils passent à autre chose. Sur ce, elle sortit avec arrogance, claquant la porte derrière elle. Tiffany resta figée dans le silence qui suivit. Sa respiration était haletante, ses mains tremblantes. Elle se dirigea vers le coin de la chambre d'enfant et fixa ses filles, leur visage paisible un baume à sa tempête. Ce silence dont Betty avait parlé, il était insupportable. Mais il était aussi éclairant. Cela rappela à Tiffany quel était tout ce que ses filles avaient, et si personne d'autre ne les protégeait des mots venimeux et des rejets cruels, alors elle se relèverait. Elle embrassa chaque bébé, murmurant dans la nuit, « Astérisque, nous ne serons pas brisés. Ni par Julien, ni par sa mère. Astérisque, nous sommes plus que leur honte. » Astérisque. Tiffany était assise en tailleur sur le tapis délavé du salon, calculant le contenu décroissant de son portefeuille. Des billets froissés, une poignée de pièces, et la douleur sourde dans sa poitrine confirmaient ce qu'elle évitait. Il n'y avait tout simplement pas assez pour tenir la semaine. Le lait maternisé, les couches, les lingettes pour bébé, les produits de première nécessité devenaient inaccessibles. Le réfrigérateur était silencieux depuis des jours, ses étagères presque vides. Le silence dans son compte en banque résonnait tout aussi fort. Avalant sa fierté, elle tendit la main vers sa boîte à bijoux, ses doigts tremblants en détachant son collier de mariage. Elle le posa à côté de sa bague de fiançailles, autrefois symbole scintillant d'espoir, maintenant guère plus que des monnaies d'échange pour la survie de son bébé. Je n'aurais jamais cru que j'en arriverais là. Astérisque, murmura-t-elle, essuyant une larme sur sa joue en plaçant les bijoux dans une petite pochette. Le lendemain matin, elle entra dans un prêteur sur gage local, serrant la pochette contre sa poitrine. L'homme derrière le comptoir la regarda à peine avant de peser les articles. Le mieux que je puisse vous donner est 150, dit-il brutalement. La voix de Tiffany se brisa. Ces objets avaient de l'importance, murmura-t-elle. Ils en ont toujours, juste plus pour lui. Elle repartit avec l'argent, reconnaissante mais vide. De retour à la maison, elle divisa soigneusement l'argent. Une partie alla dans une boîte marquée astérisque urgence astérisque, tandis que le reste couvrait les courses et les fournitures pour bébé. Elle faisait chaque centime, choisissant du lait maternisé de marque générique, lavant et réutilisant les couches quand elle le pouvait, coupant les lingettes pour bébé en deux pour doubler leur utilisation. Ses doigts se couvrirent de callosité à force de laver les vêtements à la main dans l'évier, mais elle travaillait en silence, alimentée par la détermination. Tard dans la nuit, après que les bébés furent enfin endormis, Tiffany était assise seule par terre, le dos contre le mur, fixant l'obscurité. Astérisque, je ne le supplierai pas. Astérisque, murmura-t-elle dans le vide. Astérisque, je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir m'effondrer. Astérisque, la résolution tranquille dans sa voix devenait plus forte chaque jour. Elle commença à chercher des emplois à distance à temps partiel, notant des idées, se rappelant qu'il devait y avoir un moyen de sortir de ce gouffre. Chaque revers renforçait sa volonté. Elle n'était plus la femme qui attendait près de la fenêtre ou du téléphone. Tiffany se transformait lentement, à force de courage, de sacrifices et de prières silencieuses, en quelqu'un que ni Julien ni Betty ne reconnaîtraient. Elle ne survivait plus seulement maintenant. Elle apprenait à se battre, non pas pour son passé, mais pour l'avenir de sa fille. C'était un soir particulièrement froid, après que les jumeaux eurent été inhabituellement grincheux toute la journée, et que le courant eut à nouveau sauté pour la 3e fois, que Tiffany céda finalement. Elle était assise sur le canapé, un bébé endormi sur sa poitrine, les autres dans ses bras. Ses épaules étaient affaissées par la fatigue, et ses pensées vagabondaient vers quelqu'un à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, Steve. Son ami d'enfance, son refuge avant Julien. Avec des doigts tremblants, elle lui envoya un message. « Salut, c'est Tiffany. Je sais que ça fait un moment, je ne vais pas bien. » Astérisque, elle ne s'attendait pas à une réponse aussi rapide, mais quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. « Tiff, où es-tu ? » « J'arrive. » Astérisque, 1 heure plus tard, un coup à la porte la fit sursauter.
Elle ouvrit et trouva Steve, plus âgé, plus grand, et portant toujours la même chaleur dans les yeux. « Tiff » souffla-t-il, observant les bébés et l'appartement usé. « Tu aurais dû m'appeler plus tôt. » Les larmes montèrent dans ses yeux, mais elle détourna rapidement le regard. « Je ne voulais pas de pitié, dit-elle doucement. Je ne savais juste pas où aller d'autre. » Steve entra sans hésiter, prenant l'un des bébés qui pleurait dans ses bras avec une aisance habituée. Ils s'assirent par terre ensemble, entourés de couvertures pour bébé et de biberons éparpillés. Steve tenait le petit tout près, le berçant doucement tout en regardant Tiffany avec inquiétude. « Tu n'as pas à faire ça seul, dit-il doucement. Tu n'as jamais eu à le faire. » Tiffany secoua la tête, sa voix serrée. « J'ai fait des vœux, Steve. Je me suis tenu devant Dieu et j'ai promis pour toujours. Je ne peux pas simplement mal parler de lui, peu importe ce qu'il a fait. » Le regard de Steve s'adoucit. Il ne s'agit pas de mal parler de lui. Il s'agit d'accepter la vérité de ce qu'il est devenu et de ce dont tu as besoin maintenant. Pour la première fois depuis des semaines, Tiffany se permit de reposer sa tête contre l'épaule de quelqu'un. Le confort de la présence de Steve lui rappela une époque avant que la trahison ne déchire son cœur. Elle ne voulait pas trop s'appuyer sur lui, pas encore, mais sa gentillesse lui semblait comme la lumière du soleil sur une peau gelée. « Je ne demanderai pas grand-chose, murmura-t-elle. Juste quelqu'un pour me rappeler que je suis toujours humaine. » Steve lui serra doucement la main. « Alors je serai cette quelqu'un, même si tout ce dont tu as besoin est le silence. » Cette nuit-là, elle dormit plus d'1 heure d'affilée, pour la première fois depuis des semaines, et cela lui sembla une petite victoire. Pendant que Tiffany se débrouillait avec des centimes et du lait en poudre, Julian se prélassait sur un canapé en cuir dans un appartement en hauteur à des kilomètres de là. Le salon sentait le cologne et les plats à emporter, avec des coupes de champagne encore sur le comptoir de la veille. Anna, sa nouvelle maîtresse, sortit de la chambre en short de soie et un sourire suffisant. « Tu n'as pas répondu à ton téléphone, » ronronna-t-elle, en roulant ses bras autour de lui. Julian haussa les épaules, faisant défiler ses messages. « Rien d'important, » marmonna-t-il, supprimant le nom de Tiffany de son journal d'appel sans un second regard. Anna rit, l'embrassant sur la joue. « Tu fais toujours semblant de ne pas avoir d'enfant quelque part ?» Julian se crispa. « Je ne fais pas semblant. Je ne gère juste pas ce drame en ce moment. » Il s'adossa, sirotant son whisky à midi, comme si la paternité ne le concernait pas. Ses journées se fondaient dans des nuits de plaisir insouciants, des dîners coûteux, des fêtes sans fin, des réunions d'affaires qui se terminaient en boîte. Pour le monde extérieur, Julian semblait être un homme qui réussissait sa vie. À l'intérieur, cependant, il pourrissait lentement dans la mare peu profonde de l'indulgence égoïste. Sa carrière, autrefois respectable, avait commencé à vaciller sous le poids des retards et des choix impulsifs. Il arrivait souvent en retard aux réunions, distrait par son nouveau mode de vie. Julian, il faut de la concentration, l'avait averti son patron la semaine précédente après un autre projet retardé. Mais Julian ricana, convaincu qu'il était intouchable. « Je vis juste, mec, ne t'inquiète pas trop. » À la maison, Anna commença à montrer des signes d'irritation. « Tu n'es plus aussi amusant qu'avant, » le taquina-t-elle, bien que ses yeux trahissent un mécontentement croissant. Elle voulait plus de vacances, d'argent, d'attention, et le charme négligent de Julian s'usait. Une nuit, lors d'un dîner particulièrement somptueux, quelqu'un mentionna le nom de Tiffany en passant. « Entendu dire qu'elle a eu les bébés », dit un ami nonchalamment. Julian écarta l'idée d'un revers de main, « Elle s'en sortira, elle s'en sort toujours. » La conversation passa à autre chose, mais une étrange tension se forma dans la poitrine de Julian. Ce n'était pas de la culpabilité, il ne l'admettrait pas. Peut-être n'était-ce que de l'agacement que son nom soit encore prononcé. Il se versa un autre verre et attira Anna dans un baiser, désespéré de noyer la moindre lueur de conscience qui restait. Il avait choisi cette vie, il ne ferait pas marche arrière, pas encore. L'obscurité s'abattit sur le petit appartement comme une seconde peau. Tiffany faisait les 100 pas pieds nus, sa chemise tachée de lait, ses yeux cernés d'épuisement. Un bébé s'accrochait à son épaule, un autre gémissait doucement dans le berceau, et le troisième était inconsolable depuis des heures. Elle essaya de fredonner des berceuses, sa voix à peine un murmure de lassitude. « Ça va, maman est là », murmura-t-elle à personne en particulier, berçant sa fille du milieu dans de lents mouvements douloureux. Sa colonne vertébrale criait de douleur,
ses paupières étaient lourdes, mais le repos était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Même le tic-tac de l'horloge se moquait d'elle, une autre heure passée, une autre nuit sans paix. Elle regarda autour d'elle et soupira à la vue des biberons sales, du linge non plié et du courrier non ouvert. Il n'y avait pas de main pour aider, pas de poitrine chaude sur laquelle s'appuyer, seulement le poids de 3 vies fragiles dépendant de sa force. À 3 heures du matin, Tiffany était assise sur le sol froid de la cuisine, nourrissant le dernier bébé d'une main tremblante tout en essayant de ne pas pleurer dans le biberon de lait maternisé. Le monde extérieur semblait être une autre planète, une planète où il y avait des rires, du repos et du silence. Son téléphone vibra sur le comptoir, mais ce n'était qu'un message promotionnel. Personne n'appela pour prendre de ses nouvelles, pas même Betty n'était revenue. Tiffany regarda fixement devant elle, posant des questions qu'elle n'osait pas dire à voix haute. Et si je n'y arrive pas? Et si je les déçois? Astérisque, un doux gémissement venant de la chambre la rappela à son devoir. Elle se releva péniblement, ses genoux craquant sous son poids. D'accord, dit-elle doucement, se précipitant pour apaiser les cris avant qu'ils n'escaladent. Lorsqu'elle réussit enfin à les faire dormir, Tiffany s'affaissa sur le canapé, les bras mous le long du corps. Pendant un moment, elle fixa simplement le plafond, se sentant vidée. Astérisque, j'ai juste besoin d'une pause, une heure, juste une astérisque, mais même alors que les mots quittaient ses lèvres, l'un des bébés recommença à bouger. Avec un soupir et un sourire doux amer, elle se poussa à se redresser. Il n'y avait pas de place pour l'abandon, pas maintenant. Ces petites âmes n'avaient pas besoin de perfection, elles avaient besoin d'elle. Et d'une manière ou d'une autre, elle trouva la force de continuer, même si le monde ne remarquait jamais son combat. L'air dans l'appartement était étouffant, épais de silence et d'odeur de lotion pour bébé. Tiffany n'avait pas mangé de la journée, n'avait presque rien bu et ne s'était pas rendu compte du temps écoulé depuis qu'elle s'était assise plus de 10 minutes. Ses membres tremblaient à force d'utilisation excessive, son esprit bourdonnant de pensées fragmentées. Cet après-midi-là, les jumeaux pleuraient simultanément tandis que la plus jeune refusait de s'installer. Tiffany sautait entre les berceaux, désespérée et délirante, murmurant des berceuses et pressant des linges frais sur leur front. Sa vision se brouilla. Sa respiration devint superficielle. « S'il te plaît, juste une seconde astérisque, murmura-t-elle à la pièce, incertaine si elle parlait au bébé, à Dieu ou à elle-même. Les murs semblaient se refermer, la pressant de tous côtés. Ses genoux plièrent, et cette fois, elle ne se rattrapa pas. Elle s'effondra au sol à côté du berceau, la pièce tourbillonnant, sa dernière pensée un éclair de culpabilité. Astérisque, et si les bébés ont besoin de moi, astérisque, quand elle ouvrit les yeux, tout était immobile. Sa tête battait la chamade. Une voix douce coupa le brouillard. Tiffany, tu m'entends? Le visage de Steve planait au-dessus d'elle, plein de panique et d'inquiétude. Il était agenouillé à côté d'elle, sa main lui brossant doucement les cheveux de son front humide. J'ai frappé, et personne n'a répondu. La porte n'était pas verrouillée. Je suis entré et t'ai trouvé par terre. Tiffany cligna des yeux, désorientée. Les bébés, craquait-elle. Ils vont bien, la rassura-t-il rapidement. Je les ai déjà nourris. Ils dorment. Les larmes remplirent ses yeux, mais elle était trop faible pour pleurer. Steve l'aida à s'asseoir, soutenant son poids. Tu te détruis, Tiff, dit-il doucement. Ce n'est pas viable. Tiffany baissa le regard. Si je ne le fais pas, qui le fera, murmura-t-elle. Ils n'ont que moi. Steve s'assit à côté d'elle, la laissant s'appuyer contre lui. Et maintenant, ils m'ont aussi. Que tu veuilles l'accepter ou non, je ne te laisse pas seule là-dedans. Tiffany ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête sur son épaule et laissa le silence les envelopper, non pas lourd cette fois, mais réconfortant. Son corps avait peut-être cédé, mais son esprit ne s'était pas brisé. Pas complètement. Avec Steve la soutenant discrètement, elle réalisa que peut-être, juste peut-être, elle n'avait pas à survivre seule à cette guerre. Le lendemain matin, un coup vint à la porte, cette fois calme et officiel. Tiffany, toujours endolorie et enveloppée dans un peignoir délavé, ouvrit lentement. Un homme grand en costume impeccable se tenait là, tenant une enveloppe brune. « Madame Blake ?» demanda-t-il poliment. Elle hocha la tête, déjà tendue. « Vous avez été signifié. » Ses doigts tremblèrent légèrement en prenant le document, le regardant s'éloigner avant de refermer lentement la porte.
Elle déchira l'enveloppe avec une inquiétude croissante et lut le titre à l'intérieur. Astérisque avis de succession légale, contestation de paternité et recommandation de garde. Astérisque ses genoux plièrent. Laura contestait le droit de Denny à revendiquer les jumeaux. Le document stipulait que Denny était mentalement instable et qu'exposer les enfants à lui risquait de causer une détresse psychologique. Déborah s'assit lourdement sur le canapé, ses mains serrant les pages. Comment ose-t-elle astérisque, murmura-t-elle. Astérisque comment ose-t-elle faire de mes enfants un levier. Astérisque ce soir-là, Déborah s'assit à nouveau avec Denny dans le coin du jardin du centre communautaire, le visage pâle. Elle fit glisser le document sur la table. Denny le lut en silence, ses traits se durcissant à chaque ligne. Elle essaie de m'effacer, dit-il, sa voix froide. Déborah n'interrompit pas, nous allons nous battre, poursuivit-il, plus pour lui-même que pour elle. Elle n'a pas le droit de décider qui je suis pour eux. Déborah parla enfin, sa voix lasse. Si cela va au tribunal, ma vie sera mise sous les feux de la rampe. Les jumeaux, ils le sentiront. Denny se pencha en avant. Je les protégerai, même si le monde se tourne contre moi. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, elle vit de la peur dans ses yeux, non pas la peur de perdre sa réputation, mais la peur de les perdre. Alors je témoignerai, dit calmement Déborah. Denny cligna des yeux. Tu le feras, elle hocha la tête, sa voix plus ferme maintenant. Pour eux, pas pour vous, mais peut-être aussi pour la vérité. La première fois que des photographes se présentèrent à l'appartement de Déborah, ce fut pendant le petit déjeuner. Daniel renversa du jus sur le sol tandis que Daniel pleurait parce qu'elle ne trouvait pas sa chaussette. Déborah, toujours en peignoir, ouvrit le rideau pour ne voir qu'une explosion de flash sur son visage. Déborah, les jumeaux sont-ils vraiment les siens? Vous a-t-il abandonné pendant la grossesse? Est-il vrai qu'il vous a forcé à garder le silence? Les questions tombèrent comme des balles. Elle ferma rapidement les stores, le cœur battant la chamade. Les enfants s'accrochèrent à ses jambes, effrayés. Cet après-midi-là, elle les emmena chez Bola, temporairement, un endroit calme, clôturé et loin du chaos. L'invasion n'était pas seulement extérieure. Elle s'insinuait dans chaque pièce, chaque instant. Même en silence, elle entendait les questions. Le jugement. Les mensonges dont elle n'avait jamais demandé à faire partie. Denny, pendant ce temps, se tenait au centre d'un champ de bataille corporatif. Des membres du conseil d'administration demandèrent une réunion pour discuter de l'avenir de la marque, un langage voilé, pour astérisque prenez vos distances avec ce désordre astérisque. Il refusa toutes les demandes de presse, ne fit aucune déclaration publique. Astérisque parfois, le silence parle plus fort astérisque, avait dit Alexander, mais maintenant Denny n'en était pas si sûr. Déborah appela ce soir-là, sa voix tendue. Ils sont venus à la maison. Les enfants les ont vus. Denny expira, les mâchoires serrées. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que cela t'atteigne comme ça. C'est déjà fait, dit-elle calmement. Il faut fixer des limites, Denny. Les jumeaux méritent la paix. Si tu ne peux pas protéger ça, je m'en irai encore. Ces mots frappèrent plus profond qu'il ne l'attendait. Alors je me battrai plus fort, répondit-il. Pour eux, et pour toi, si tu me laisses faire. La ligne devint silencieuse, mais elle ne raccrocha pas. Ce silence, tendu, signifiait que peut-être, juste peut-être, elle n'abandonnait pas encore. La salle d'audience était plus froide que Déborah ne l'attendait, non pas en température, mais en atmosphère. Des murs gris, des costumes impeccables et des visages qui portaient le détachement comme une armure. Elle s'assit tranquillement à côté de Denny, les paumes pressées à plat contre ses genoux, pendant que la partie adverse exposait les prétentions de Laura avec une précision déconcertante. Ma cliente croit que l'implication soudaine de Monsieur Cure dans la vie de ses enfants est réactive et émotionnellement instable. Nous avons des évaluations psychologiques, des preuves médiatiques et des témoins de moralité pour prouver qu'exposer les enfants à lui est imprudent. Déborah tressaillit, mais ne bougea pas. Lorsque la juge l'appela à la barre, la salle se tut. Elle marcha lentement, délibérément, et prit place, ses yeux non pas sur Denny ou Laura, mais sur la juge. Promettez-vous de dire la vérité? Je le promets, dit-elle doucement, serrant le bord du box des témoins. Lorsqu'on lui demanda si Denny était le père de ses enfants, Déborah n'hésita pas. Oui, un murmure parcourut la galerie. L'avez-vous informé de la grossesse?
J'ai essayé, répondit-elle. Mais le message a été intercepté par quelqu'un qui avait un intérêt personnel à nous séparer. Elle ne nomma pas Laura, mais son regard vacilla. Vous a-t-il menacé ou contrainte depuis son retour dans votre vie? Non, dit-elle clairement. Au contraire, c'est lui qui présente des excuses. Elle fit une pause. J'ai éloigné les jumeaux de lui non pas parce qu'il était dangereux, mais parce que je pensais faire ce qu'il fallait. Je pensais que le silence les protégeait, mais les enfants méritent la vérité, même celle qui est compliquée. Lorsqu'elle descendit, Denny ne lui tendit pas la main. Il la regarda simplement, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de brut. Pas de gratitude, pas de soulagement, juste de l'humilité, et cela en disait plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Le tribunal statua en faveur de Denny. La paternité légale fut confirmée et la garde partagée autorisée, sous réserve d'évaluation régulière. Au moment où la juge frappa du marteau, un flot de halètements silencieux remplit la salle d'audience. Laura resta figée, sa mâchoire serrée, mais ses yeux visiblement piqués par la défaite. Denny resta assis, son expression impénétrable. Déborah posa brièvement sa main sur son bras, juste assez pour dire « astérisque cela compte astérisque ». Dehors, la presse les assaillit. « Madame Adego, regrettez-vous d'être restée silencieuse toutes ces années? Monsieur Cure, est-ce votre arc de rédemption ?» Denny s'avança, protégeant Déborah avec son corps tandis que la sécurité les guidait vers la voiture. Sur la banquette arrière, le silence pesa lourdement jusqu'à ce que Déborah parle enfin. « Tu as gagné », Denny secoua la tête. « Nous n'avons pas gagné, nous avons juste eu une chance. C'est tout. » Dans les jours qui suivirent, les gros titres s'adoucirent, mais l'impact émotionnel persista. Déborah garda les jumeaux près d'elle, limitant leur exposition au monde extérieur. Denny, autrefois vu seulement dans les magazines glacés et les interviews d'affaires, était maintenant un titre de presse humain, mais son image publique ne le consumait plus. C'étaient les regards discrets de ses enfants, la façon hésitante dont Daniel s'appuyait contre lui pendant une histoire au coucher, la façon dont Daniel demandait parfois « Tu restes demain ». Chaque jour était une épreuve de patience, de présence, de prouver sa constance. Alexander, autour d'un verre un soir, marmonna, le tribunal a vu la vérité. Maintenant, c'est à ton tour de la vivre. Denny hocha la tête, les yeux fatigués mais plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Gagner un procès était une chose, regagner le temps, la confiance et la guérison, c'était la bataille à venir. Déborah fonctionnait sur ses réserves. Entre les audiences, la gestion de son travail de designer, la protection des jumeaux contre l'attention médiatique et la suppression de ses propres émotions, elle s'était poussée au-delà des limites. Elle ignora les maux de tête persistants, les moments où sa vision se brouillait. « Je vais bien », disait-elle, balayant cela d'un revers de main, même lorsque Bola insistait pour qu'elle ralentisse. Mais un matin, alors qu'elle préparait le déjeuner pour les jumeaux, elle laissa tomber le couteau qu'elle tenait et s'effondra au sol, les bords de sa vision se refermant comme un tunnel. La dernière chose dont elle se souvint fut la voix effrayée de Daniel criant « Maman !» et de petits bras essayant de la secouer pour la réveiller. Au moment où elle ouvrit les yeux, elle était dans un lit d'hôpital, du liquide intraveineux dégoulinait lentement, et une infirmière ajustait son oreiller. Son corps était douloureux, mais plus encore, son cœur l'était. Elle s'était trop poussée, et maintenant elle était brisée. Denny arriva précipitamment, les yeux sauvages, les cheveux ébouriffés et la panique gravée à chaque pas. « Où est-elle » demanda-t-il. Lorsqu'il la vit, pâle et faible dans le lit d'hôpital, il se figea. « Tu ne me l'as pas dit » murmura-t-il. Déborah essaya de parler, mais il s'assit rapidement à côté d'elle, lui serrant la main. « Tu n'as plus à faire tout ça seul, dit-il avec ferveur. Je suis là. Je ne pars pas, elle détourna le visage, les larmes coulant malgré elle. Je ne voulais pas dépendre de toi, admit-elle. Je ne savais pas si je pouvais. Denny se pencha plus près. Alors ne dépends pas de moi par peur. Fais-le parce que nous sommes ensemble maintenant. Devant la chambre, les jumeaux attendaient avec Bola, s'accrochant à un livre de coloriage. À l'intérieur, la femme qui avait tout porté seule pendant des années apprenait enfin, doucement, à lâcher prise. Denny avait été beaucoup de choses, PDG, investisseur, personnalité publique, mais jamais une seule fois il n'avait vraiment été père. Cette prise de conscience le frappa alors qu'il se tenait maladroitement dans le couloir de l'hôpital avec Daniel et Daniel,
chacun lui serrant les mains tandis qu'ils jetaient des regards nerveux vers la chambre de leur mère. Maman a dit de ne pas parler fort, murmura Daniel. Denny hocha la tête, s'agenouillant à sa hauteur. Elle a besoin de repos, mais vous pouvez me poser n'importe quelle question, d'accord? Daniel fronça les sourcils. On peut rentrer à la maison maintenant? Denny hésita. L'appartement que Déborah louait était trop petit, et son ami Bola était déjà débordé. Vous allez rester avec moi quelques jours, dit-il doucement. Les mots lui semblaient étrangers, comme s'il essayait un nouveau costume. Daniel cligna des yeux. Tu as des céréales chez toi. Denny rit. Non, mais on peut acheter tes préférés. Pour la première fois, les jumeaux lui sourirent sans hésitation. Ce n'était pas encore la confiance, mais c'était un début. De retour à l'appartement de luxe de Denny, les choses se dégradèrent rapidement. Daniel n'aimait pas l'odeur de son spray pour linge. Daniel refusait de dormir à moins que la veilleuse ne brille en jaune, pas en blanc. Et tous deux pleuraient lorsqu'ils réalisèrent que leur brosse à dents était toujours chez Bola. Denny, dans son ensemble décontracté de marque, se tenait dans l'allée d'une épicerie ce soir-là, achetant des brosses à dents à thème de dessins animés, des céréales au chocolat et des élastiques roses. À l'heure du coucher, les jumeaux s'étaient calmés. Leur tension précédente s'était dissoute dans le sommeil. Denny se tenait à l'entrée, les regardant, un nœud se formant dans sa gorge. Le silence de la pièce était différent maintenant. Il n'était pas vide. Il était plein de sens. Quand il s'assit enfin dans le salon, il appela Alexander. Toujours en vie, plaisanta son ami. À peine, marmonna Denny. Mais je crois que je viens de border ma fille, et elle m'a appelé papa par accident. Il y eut une longue pause à l'autre bout avant qu'Alexander ne dise doucement « Alors tu fais quelque chose de bien ». La chambre d'hôpital était faiblement éclairée, le doux murmure des machines se mêlant à la respiration régulière de Déborah. Denny était assis à son chevet, les coudes sur les genoux, les mains serrées. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis son arrivée, il la regardait juste, absorbant chaque fragile respiration comme si elle ancrait quelque chose en lui. L'infirmière lui avait apporté une couverture il y a des heures, mais il ne l'avait jamais utilisée. « Tu es toujours là ?» demanda-t-elle doucement lorsqu'elle se remua, sa voix rauque. Il se leva, se penchant légèrement. « Je ne suis jamais parti. » murmura-t-il. Déborah essaya de sourire, mais son corps était trop fatigué. « Tu n'as pas à faire ça, Denny. » Sa mâchoire se crispa. « J'ai tout manqué, Déborah. Chaque étape importante, chaque larme. Laisse-moi faire ça maintenant. » Ses yeux se fermèrent à nouveau, mais elle murmura, « Alors assieds-toi juste avec moi. Ne répare rien, assieds-toi juste. » Il le fit. Toute la nuit, pendant que le monde extérieur continuait, Denny resta à ses côtés. Il lui tenait la main lorsque ses doigts tressaillaient d'inconfort, ajustait sa couverture lorsqu'elle bougeait dans son sommeil. C'était la première fois qu'il la voyait vraiment vulnérable, non pas comme la femme forte qui portait tout, mais comme quelqu'un ayant besoin de soins. Et cela le secoua. Vers 4 heures du matin, il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, inconsciente du bouleversement émotionnel qui se déroulait dans une chambre d'hôpital au-dessus. Il pressa son front contre la vitre. « Je ne mérite pas cette chance, » murmura-t-il, « mais je vais la gagner, chaque jour. » Derrière lui, Déborah se tourna dans son sommeil, un doux souffle s'échappa. Et pour la première fois depuis leur séparation, Denny eut l'impression d'être exactement là où il devait être, non pas en tant que milliardaire, non pas en tant qu'homme essayant de réparer de vieilles erreurs, mais simplement en tant que quelqu'un qui refusait de repartir. Le lendemain matin, Denny se réveilla tôt dans le Pentouse et, armé d'une recette en ligne et d'une confiance tremblante, tenta de préparer le petit déjeuner pour les jumeaux. Les crêpes étaient bancales, les œufs un peu caoutchouteux, mais les jumeaux étaient assis au comptoir en marbre, les yeux écarquillés et amusés. « Tu as fait ça ?» demanda Daniel sceptique. « Pas de chef ?» Denny secoua la tête. « Juste moi dans une vidéo YouTube très confuse. » Daniel gloussa, du sirop sur le menton. « C'est plutôt bon. » Ce N. Était pas juste la nourriture, c'était l'atmosphère. Le silence n'était pas froid. Il était réconfortant. Après le petit déjeuner, il s'occupa de leurs cheveux. Déborah avait laissé une note vocale avec des instructions. Denny n'avait jamais utilisé de peigne sur personne auparavant, encore moins sur deux petites têtes gigotantes.
Aïe, se plaignit Daniel. Désolé, marmonna-t-il. Je crois que le peigne a peur de tes cheveux. Elle gloussa à nouveau, et quelque chose en lui se détendit. Il envoya une photo à Déborah plus tard, les cheveux de Daniel légèrement inégaux, mais faits avec amour. Astérisque, on a survécu astérisque, il a légendé. Elle répondit avec un seul émoji cœur. Plus tard ce jour-là, Denny emmena les jumeaux au parc. Pas de journaliste, pas de personnel, pas de distraction. Juste un homme qui apprend à être père en temps réel. Il poussait doucement les balançoires, riait quand Daniel essayait de monter le toboggan à l'envers, et écoutait, astérisque réellement astérisque écoutait, quand Daniel lui racontait un rêve qu'elle avait fait. Quand ils rentrèrent à la maison, les jumeaux s'endormirent sur le canapé au milieu d'un dessin animé. Denny les regarda, les bras croisés, une fierté tranquille gonflant sa poitrine. Il n'avait pas toutes les réponses, et il craignait toujours de tout gâcher, mais pour la première fois, il savait que ce n'était pas temporaire. Ses enfants lui avaient donné une seconde chance d'être père, et il ne lâchait pas prise. Déborah se réveilla au doux gazouillis des oiseaux devant la fenêtre de l'hôpital, son corps encore douloureux, mais plus léger d'une certaine façon. La chambre sentait légèrement le jasmin. L'infirmière avait dû placer un diffuseur pendant la nuit. Elle tourna lentement la tête et trouva une note sur la table de chevet, écrite de la main penchée de Denny. Astérisque, on est parti chercher les chaussures d'école de Daniel. On est de retour avant le déjeuner, des astérisques à côté, une serviette en papier avec un dessin d'enfant, une famille de bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil tordu avec les noms astérisque maman, Danny, Daniel, papa astérisque. Déborah le regarda longuement. Son souffle se coupa. Ce seul mot, astérisque papa astérisque, avait été écrit de la main de Daniel. Lentement, les coins de ses lèvres se recourbèrent vers le haut, non par amusement, mais par abandon. C'était le genre de sourire qui ne venait que lorsque les murs commençaient à tomber, lorsque ton cœur trahit la logique à laquelle tu t'es accroché trop longtemps. Au moment où Denny et les jumeaux revinrent, portant un sac en papier et souriant, l'air entre eux avait changé. Déborah était assise droite, ses cheveux un peu ébouriffés, mais son regard clair. « Tu as acheté des chaussures d'école sans moi » taquina-t-elle doucement. Denny sourit en coin. « Ils ont choisi les plus brillantes du magasin. »« Je leur ai dit que tu allais t'évanouir, » dit Daniel. « Elle s'illumine quand je cours. » Déborah gloussa, son premier vrai rire depuis des jours. Pendant que Denny déballait le sac, il la regarda attentivement. « Ils ont demandé de tes nouvelles tout le temps. » Daniel voulait même t'apporter la boîte à chaussures pour dormir à côté, dit Daniel. La poitrine de Déborah se serra. Elle tendit la main vers lui, non pour être rassurée, non pour faire du théâtre, mais simplement pour dire astérisque je te vois astérisque. Il la prit sans hésiter. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas la douleur qui persistait dans la pièce. C'était quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'espoir. Plus tard ce soir-là, Denny retourna seul à l'hôpital après avoir couché les jumeaux chez Bola. Déborah se redressa lorsqu'il entra, la faible lumière projetant de longues ombres sur les draps pâles. Elle ne parla pas immédiatement. Elle le regarda simplement entrer avec un sac de soupe chaude, la tension familière disparut de ses épaules. « Tu deviens bon à ça » dit-elle doucement. « Élever des enfants » demanda-t-il, posant le sac. « Essayez » corrigea-t-elle. « Essayez sans fierté. » Il sourit faiblement, s'installant dans la chaise à côté d'elle. Quelques secondes passèrent avant qu'il ne parle à nouveau, sa voix basse et délibérée. « Déborah, je te dois plus que des explications. Je te dois de vraies excuses. Pour ne pas avoir écouté, pour avoir supposé, pour avoir disparu même si j'étais encore là. » Déborah étudia son visage, les rides près de ses yeux plus profondes qu'elle ne se souvenait, mais son regard ferme. « Tu n'as pas juste disparu, dit-elle doucement. Tu es devenu quelqu'un que je ne pouvais pas atteindre. » Il hocha la tête. « Je vois ça maintenant, et je déteste qui j'étais à l'époque, mais je ne suis pas ici pour te supplier d'oublier. Je veux juste que tu vois qui j'essaie de devenir, pour les jumeaux, oui, mais pour toi aussi. » Elle expira, sa voix rauque. « Sais-tu combien de nuits je t'ai écrit des lettres et ne les ai jamais envoyées ?» Ses yeux brillèrent. « J'aurais aimé que tu le fasses, » murmura-t-il. Déborah détourna le regard. « J'avais peur de rouvrir une porte qui ne menait qu'à plus de douleur. » Denny plongea la main dans sa veste, en sortant un dessin plié de Daniel.
Il croit que nous pouvons construire quelque chose de mieux. Je le crois aussi. Déborah ne répondit pas immédiatement, mais en fermant les yeux cette nuit-là, sa main reposant doucement à côté de la sienne sur les draps, elle ne se retira pas, et cette petite intimité silencieuse parlait plus fort que tout ce que l'un ou l'autre aurait pu dire. Le lendemain matin, Denny retourna à l'appartement de Déborah pour ranger et rassembler quelques essentiels avant qu'elle ne sorte de l'hôpital. L'appartement était petit, mais plein de caractère. Rideaux faits à la main, petits projets artistiques sur le réfrigérateur, un panier de jouets près du canapé. Alors qu'il ramassait une pile de cahiers éparpillés dans le tiroir du coin, l'un d'eux s'ouvrit à moitié. Niché sous une pile de vêtements d'enfants pliés se trouvait un vieux journal relié en cuir, usé et maintenu par un élastique bleu. Quelque chose l'incita à s'arrêter. Il regarda autour de lui avant de le soulever doucement, incertain s'il devait l'ouvrir ou le laisser intact. Mais lorsqu'une page pliée dépassa avec son nom écrit au crayon pâle, la curiosité céda la place à la nécessité. Les entrées étaient brutes, honnêtes. Ce n'étaient pas juste des mots. C'était la voix d'une femme se brisant en silence tout en essayant de maintenir son monde ensemble. Il ne remarqua pas le rendez-vous sur le comptoir. Astérisque peut-être qu'il est trop occupé, ou peut-être que je n'ai plus d'importance, astérisque une autre entrée disait. Astérisque je me suis dit de ne pas pleurer quand j'ai vu la deuxième ligne sur le test. J'imaginais te le dire pendant le dîner, mais tu n'es jamais rentré cette nuit-là, astérisque le cœur de Denny se serra en tournant une autre page. Il n'y avait pas d'amertume, juste du chagrin. Et de l'amour. Tant d'amour tissé à travers sa douleur que cela lui serra la gorge. Il ne s'était jamais vu à travers ses yeux auparavant. Pas comme ça. Pas comme l'homme auquel elle avait désespérément tenté de s'accrocher. Il referma le journal lentement et s'assit sur le bord du lit, les épaules voûtées, le cœur grand ouvert. Pour la première fois, il comprit vraiment ce qu'elle avait enduré sans lui, et combien il lui restait à réparer. Denny resta assis sur le lit de Déborah longtemps après que le soleil eut commencé à se lever. Le vieux journal posé sur ses genoux comme une confession trop lourde à porter, mais trop importante pour être ignorée. Chaque page qu'il tournait révélait une autre lettre non envoyée, des pages remplies d'incertitude, de solitude et de désir. Astérisque je voulais te le dire aujourd'hui, mais quand tu es entré en parlant de rapport trimestriel, je n'ai pas pu me résoudre à t'interrompre. Astérisque une autre, astérisque tu as dormi à côté de moi, mais tu étais loin. Je n'arrêtais pas de me demander si tu remarquais à quel point je suis devenue différente, à quel point j'étais façonnée par le silence. Astérisque Denny lut chaque mot, ses yeux brûlants de larmes qu'il ne prit pas la peine d'essuyer. Il avait construit des empires, conclu des accords impossibles, pourtant ici se trouvait quelque chose qu'il n'avait jamais maîtrisé. Voir la femme qu'il aimait alors qu'elle était juste devant lui, cette réalisation le transperça plus profondément que toute trahison qu'il avait jamais subie. Tout au fond du journal se trouvait une dernière feuille pliée, dont les bords étaient fragiles avec le temps. J'ai essayé de laisser une note le jour où je suis parti. Laura a été celle qui a ouvert la porte. Elle l'a prise de ma main et m'a dit que tu t'en ficherais, astérisque je l'ai cru, astérisque Denny s'inclina lentement, son corps entier raidi par le regret. Astérisque elle t'a dit que je m'en ficherais, astérisque, murmura Denny à la pièce vide, astérisque mais je me serais soucié, astérisque mon Dieu, je me serais soucié. Sa voix se brisa. Ce n'était pas seulement qu'il n'avait pas réussi à voir la douleur de Déborah. C'était qu'il n'avait même pas réalisé que quelqu'un avait délibérément obscurci. Il referma soigneusement le journal et se leva, une seule résolution prenant racine dans son esprit. Il ne se battrait pas seulement pour rester dans la vie de Déborah. Il se battrait pour devenir l'homme qu'elle avait décrit, l'homme en qui elle avait autrefois cru. Lorsque Denny arriva à l'hôpital cet après-midi-là, Déborah remarqua immédiatement son silence. Il n'était pas froid ou distant, mais quelque chose dans ses yeux avait changé, comme s'il était revenu d'un endroit en lui-même et ne s'était pas entièrement réinstallé. Les jumeaux sont toujours chez Bola, dit-il doucement, tirant une chaise. Déborah hocha la tête. Ils ont demandé de vos nouvelles. Elle attendait un sourire ou une légère plaisanterie, mais il resta sérieux. Déborah, dit-il finalement. J'ai lu le journal. Son souffle se coupa. Pendant un instant, elle ne put décider si elle devait se sentir en colère, exposée ou reconnaissante. Elle se redressa. Vous n'étiez pas censé voir ça. Denny rencontra son regard, les yeux assombris par le remords. Je sais, mais je l'ai fait, et cela m'a montré des choses que je n'ai jamais sues, des choses que j'aurais aimé savoir quand cela importait. Déborah détourna le regard.
Ses mains serrèrent la couverture. Quelle différence cela fait-il maintenant? Demanda-t-elle doucement. C'est déjà fait. Nous avons déjà perdu des années. Denny se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Parce que je comprends enfin ce que vous portiez. Et comment Laura? Il s'interrompit, secouant la tête. Elle n'a pas seulement interféré. Elle a intercepté des messages qui m'étaient destinés. Elle a brisé quelque chose de sacré entre nous. Déborah ne parla pas pendant longtemps. Puis enfin, et si elle ne l'avait pas fait, seriez-vous resté? La question resta suspendue entre eux comme une lame. Denny hésita avant de répondre, sa voix rauque. Je ne sais pas, mais je sais que je ne vous décevrai plus. Déborah expira, le combat dans ses yeux s'adoucissant. Ne faites pas de promesses, Denny. Soyez simplement présent, jour après jour. C'est ce que nous avons manqué la première fois, être présent quand cela comptait. Il hocha la tête, non pas avec un grand vœu, mais avec une détermination tranquille. Cette fois, il serait présent à chaque instant. Denny rencontra Alexander plus tard ce soir-là à leur endroit habituel, un bar sur un toit avec un éclairage ambré et une terrasse presque vide. La ville en contrebas bourdonnait de vie. Mais Denny était assis tranquillement, sirotant lentement, tandis que le poids du journal pesait toujours lourdement sur ses pensées. Alexander, toujours perspicace, ne demanda pas tout de suite. « Tu as l'air d'avoir été frappé par quelque chose de plus lourd qu'un effondrement commercial, dit-il finalement. Denny eut un rire sans joie. Essai de vieilles vérités enterrées dans un journal en cuir. Cela piqua l'intérêt d'Alexander. Elle t'a tout dit? Denny hocha la tête. Pas avec sa bouche, avec ses souvenirs. Avec ce qu'elle a écrit quand elle pensait que je m'en fichais. Alexander s'adossa, expirant lentement. Alors, et maintenant? Tu boudes et tu continues de t'excuser, ou tu te lèves et tu commences à être présent. Denny le regarda, surpris par la franchise. Je suis présent. Non, dit calmement Alexander. Tu montres de l'émotion. Il y a une différence. Il fit tourner son verre pensivement. Déborah n'a pas survécu grâce aux larmes, Denny. Elle a survécu grâce à la constance, à la discipline. Elle est devenue mère, seule. Tu veux prouver que tu as changé? Alors arrête de faire des discours et commence à te montrer aux endroits qui comptent. Table de petit déjeuner, réunion parents-professeurs, tressage de cheveux et course de céréales. Denny ne discuta pas. Il ne put pas, tu as raison, admit-il. Je me suis tellement concentré sur le fait de dire désolé. J'ai oublié que l'action est la seule excuse qui compte. Alexander hocha la tête d'un air ferme. Alors sois cet homme. Sois l'homme que tu n'étais pas prêt à être auparavant. Pas pour la rédemption, pour l'amour. La nuit s'épaississait autour d'eux, mais quelque chose en Denny avait encore changé. Non pas par culpabilité cette fois, mais par détermination. Il n'avait pas besoin de réécrire le passé. Il avait juste besoin de commencer à écrire l'avenir, avec Déborah et les jumeaux au centre de chaque ligne. L'arôme de ragoût de tomates et de bananes plantain frites emplit l'appartement de Déborah ce soir-là. Un geste modeste mais significatif de Denny, qui avait insisté pour cuisiner lui-même le dîner. Ce n'était pas un festin gastronomique. C'était simple, un peu trop épicé et imparfait en présentation, mais cela remplissait l'espace de quelque chose de plus vital que de la nourriture. De l'intention. Déborah, toujours en convalescence, regardait depuis le canapé avec un léger sourire tandis que Daniel passaient en courant entre le salon et la cuisine, gloussant aux tentatives maladroites de leur père de retourner une banane plantain grésillante. « Fais attention, papa » cria Daniel tandis que lui l'éclaboussait. Celui-là a l'air brûlé. Denny souleva fièrement le morceau. C'est caramélisé, se défendit-il, faisant éclater de rire les jumeaux. La poitrine de Déborah se réchauffa à cette vue. Ce qu'elle avait secrètement désiré pendant tant de nuits solitaires, même lorsqu'elle se disait qu'elle n'en avait pas besoin. Ils s'installèrent tous à la petite table, serrés les uns contre les autres, les jumeaux racontant avec enthousiasme des histoires de l'école et leurs dessins animés préférés. Denny écoutait avec toute son attention, offrant des high-fives et des halètements ébahis au bon moment. Déborah l'observa attentivement, comment il essuyait la sauce du menton de Daniel, comment il laissait Daniel poser sa tête sur son bras au milieu du repas. Après le dîner, ils partagèrent des oranges, épluchées maladroitement par Denny sous la supervision de Daniel.
Lorsque les jumeaux s'endormirent finalement sur le canapé en regardant une rediffusion de dessins animés, Déborah et Denny s'assirent tranquillement face à face. « C'est la première fois que j'entends autant de rire ici. » murmura-t-elle. Il rencontra son regard. « C'est la première fois que je gagne le droit de les entendre. » Elle ne répondit pas, mais elle tendit la main sur la table et posa sa main sur la sienne. Cette nuit-là, il n'y eut pas de confession, pas de grand discours, juste une présence silencieuse, celle qui parle quand les mots manquent. Le lendemain matin, Denny arriva avec le journal soigneusement emballé dans un tissu. Déborah sirotait son thé près de la fenêtre, son visage serein mais alerte. Il s'approcha lentement et le lui tendit sans un mot. Elle regarda le paquet, hésita, puis le déballa. Ses doigts tracèrent le cuir usé comme si c'était quelque chose de sacré. « Tu as fini de le lire ?» demanda-t-elle doucement. Denny hocha la tête. Chaque mot, chaque pause, chaque question que tu te posais seule. Déborah cligna des yeux pour chasser la piqûre dans ses yeux, refermant doucement le journal. Ce n'était pas censé être lu. C'était juste ma façon de survivre. Il s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux, la voix basse. C'était la seule façon pour moi de rencontrer la version de toi que je n'ai jamais pris la peine de voir. Elle l'étudia, sans parler, laissant le poids de ses mots s'installer. Tu regrettes de l'avoir lu, demanda-t-elle après une pause. Il secoua lentement la tête. Non, parce que maintenant, quand je te regarde, je ne vois pas seulement la mère de mes enfants. Je vois la femme qui a tenu bon quand je me suis effondré, et je ne prendrai plus jamais cela pour acquis. Déborah expira, les murs autour de son cœur se déplaçant, s'adoucissant. C'est facile de promettre de changer, murmura-t-elle. Le vivre est plus difficile. Denny se pencha en avant. Alors je vais le vivre. Chaque matin, chaque coucher, chaque longue journée entre les deux. Elle maintint son regard, le silence s'étirant, confortable, fragile, réel. Nous n'en sommes pas encore là, murmura-t-elle, mais je ne me sens plus seul là-dedans. Denny hocha la tête, un sourire tranquille se dessinant sur ses lèvres. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était une porte ouverte, et il la franchirait avec respect, un pas ferme à la fois. Des semaines passèrent. Le rythme de leur vie changea lentement, mais sûrement. Trajet scolaire partagé, petit déjeuner le week-end, et soirée passée à lire des histoires avant de dormir, côte à côte. Denny ne venait plus seulement en tant qu'invité. Il appartenait à leur espace, même si c'était officieusement. Ce samedi-là, alors que la lumière dorée du matin filtrait à travers les fenêtres de l'appartement, il s'agenouilla doucement dans le salon. Pas de foule, pas de flash, pas de boîte en velours. Juste une simple bague nichée dans la petite paume de Daniel, et Daniel murmurant, « Maintenant, papa ?» Déborah entra, surprise de les voir tous rassemblés avec des sourires timides. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, le rire dans la voix. Denny se leva lentement, les mains tremblant juste assez pour trahir sa nervosité. « Je voulais te demander quelque chose, » dit-il. « Non pas parce que j'essaie de réparer ce que nous avons perdu, mais parce que je veux construire ce que nous pouvons encore. » Il prit la bague de la main de Daniel et s'approcha. « Déborah Adego, tu m'as appris ce que signifie vraiment la famille. Tu m'as donné 2 miracles, même si je ne les méritais pas. Et tu m'as donné ton silence alors que je n'ai pas mérité tes mots. Mais si tu me laisses faire, je veux te donner chaque version de moi-même en laquelle tu croyais autrefois, à partir de maintenant. » Déborah se couvrit la bouche, bouleversée. Les larmes montèrent à ses yeux, mais sa voix était ferme. « Tu sais que je ne peux pas dire oui juste à la romance, n'est-ce pas ?» Denny hocha la tête. « Alors dis oui au travail, à l'ordinaire, à la patience. » Elle regarda la bague, puis ses enfants qui regardaient avec des yeux écarquillés. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle honnêtement. Mais ceci, elle posa sa main sur son cœur, est un début. Denny expira, non pas déçu, mais en paix. Parce que l'amour n'avait pas besoin de théâtre. Il avait juste besoin de vérité. Et à cet instant, ils en avaient assez pour aller de l'avant. Déborah était assise seule. Sur le bord de son lit cette nuit-là, la petite boîte à bagues reposant toujours tranquillement sur sa commode. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas Denny. Son cœur s'était adouci avec le temps, mais l'amour, elle l'avait appris, n'était pas une garantie de sécurité. C'était un choix, oui. Mais c'était aussi de la vulnérabilité,
et son histoire avec Denny lui avait appris à quelle vitesse l'affection pouvait devenir absence. Ses pensées furent interrompues par le son de petits pieds traînant dans la chambre. Daniel grimpa sur le lit et se blottit à côté d'elle, chuchotant. « Tu vas épouser papa maintenant ?» Déborah sourit faiblement, caressant la joue de sa fille. « Peut-être, mais maman doit être sûre. Pas seulement pour moi, mais pour vous deux aussi. » Daniel bâilla, posant sa tête sur les genoux de sa mère, son innocence piquant dans sa pureté. La responsabilité de garder cette innocence pesait plus lourd qu'aucune proposition ne le pourrait. Le lendemain matin, alors que Denny préparait des crêpes dans la cuisine, Déborah s'appuya contre le cadre de la porte, l'observant en silence. Il se retourna et sourit, retournant une crêpe qui atterrit un peu de travers. « Tu juges encore ma cuisine ?» taquina-t-il. Elle sourit, mais son ton était doux et sincère. « Denny, nous avons parcouru un long chemin, et je suis fier de toi, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. L'amour ne m'a pas sauvé. J'ai dû me sauver moi-même. » Il posa la spatule, son visage devenant sérieux. « Je sais, » répondit-il, « et je respecte cela. Je ne suis plus ici pour sauver qui que ce soit. Je veux juste marcher à tes côtés, peu importe combien le chemin est long. » Déborah expira, s'approchant. « Alors marchons, Denny, mais pas vers une ligne d'arrivée. Marchons jusqu'à ce que cela ressemble à nouveau à la maison, pour nous deux. » Il ne demanda pas plus. Au lieu de cela, il lui passa une assiette et dit, « Alors le petit déjeuner est le premier pas, et dans ce petit acte ordinaire, l'amour fit discrètement place à quelque chose de plus durable. » La compréhension. Le gala annuel d'affaires arriva quelques semaines plus tard. L'événement très médiatisé où Denny devait prendre la parole en tant que l'un des plus jeunes PDG à atteindre une étape de croissance nationale. La salle scintillait d'opulence, table drapée de satin, lustre en cristal et dignitaires en costume sur mesure. Déborah n'avait pas prévu d'y assister, mais Alexander l'avait appelé personnellement, l'exhortant à venir. « Ce n'est plus le même homme, Déborah, et tu dois entendre ce qu'il va dire, non pas en tant que son passé, mais en tant que quelqu'un qui façonne son avenir. » Contre son meilleur jugement, elle s'assit au fond de la salle de bal. À peine visible dans une simple robe verte. Son cœur tambourinait alors que Denny montait sur scène. La foule se tut. Il ajusta le microphone, puis fit une pause, balayant du regard la mer de visage jusqu'à ce que ses yeux se posent sur elle. Cela était censé être une question de chiffres, commença-t-il, la voix ferme. Mais j'ai passé trop de temps à compter les profits, et pas assez à prendre en compte ce qui compte vraiment. Quelques murmures parcoururent l'audience. Il y a des années, j'ai laissé partir quelqu'un pour qui j'aurais dû me battre. J'ai fait des choix qui m'ont coûté non seulement l'amour, mais aussi du temps que je ne récupérerai jamais avec la femme qui a élevé nos enfants seuls. Déborah se figea, ses yeux s'écarquillant tandis que le projecteur scintillait doucement sur son visage. Elle m'a appris la résilience en me survivant, et maintenant chaque succès que j'ai, chaque bâtiment, chaque récompense, tout pâlit à côté de ce que j'ai presque perdu. Déborah, vous êtes ma plus grande réussite. Daniel et Daniel ne sont pas seulement mes enfants. Ils sont ma rédemption. La salle était silencieuse, respectueuse. Pas d'applaudissements, juste des souffles retenus dans une admiration collective. Déborah serra le bord de son siège, ses yeux brûlants. Elle ne pleurait pas en public d'habitude, mais cette fois, elle ne put s'en empêcher. Parce que pour la première fois, Denny s'était tenu droit, non pas pour elle, mais à ses côtés, devant le monde entier. Déborah sortit de la salle de bal avant la fin du discours, sa poitrine se soulevant et se rabaissant rapidement. L'air frais piqua ses joues alors qu'elle s'appuyait contre une colonne de marbre, essayant de digérer le poids de ce qu'elle venait d'entendre. Pendant des années, elle avait enfoui sa douleur dans le pragmatisme. Elle n'avait pas eu besoin de déclaration. Elle avait eu besoin de constance, et maintenant, on lui donnait les deux. Quelques instants plus tard, la porte grince derrière elle. Denny sortit discrètement, déboutonnant sa veste de costume comme pour se débarrasser des couches de la persona derrière laquelle il s'était autrefois caché. « Je ne savais pas si tu viendrais, dit-il doucement. » Déborah ne se retourna pas, « Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu entendre si tu le pensais enfin. » Il se plaça à côté d'elle, pas assez près pour l'oppresser, mais assez près pour qu'il puisse être senti. « Je le pensais, et je le pense. » La lumière des lampadaires se refléta dans ses yeux tandis qu'elle le regarda enfin. Ce discours,
il ne s'agissait pas de culpabilité. Il s'agissait de croissance. J'avais besoin d'entendre que tu n'essayais pas de me réparer ou de me conquérir, mais que tu as réellement changé. Il hocha la tête, le cœur battant la chamade. J'ai pensé chaque mot. Elle marqua une pause, puis fouilla dans son petit sac à main, en sortant une vieille photo usée, la même que de leur premier jour, prise dans leur premier appartement, avec des fleurs sur leur visage et des rires dans leurs yeux. J'ai gardé ça, même quand je me suis dit que c'était fini. Denny regarda la photo, puis elle. Peut-être qu'on ne recommence pas, dit-elle doucement. Peut-être qu'on continue juste, avec des yeux plus clairs cette fois. Et à cet instant, sous le bourdonnement du bruit de la ville qui s'estompe et la lueur chaude des lampadaires, l'espace entrechangea, non pas en tant qu'ex, non pas en tant que parent, mais en tant que deux personnes apprenant enfin à se retrouver, non pas là où tout avait commencé, mais là où la guérison les avait menés. Le ciel était doux au début du crépuscule lorsque Déborah invita Denny au jardin botanique près de l'école des jumeaux, un endroit devant lequel ils étaient passés une douzaine de fois, mais où ils n'étaient jamais entrés. Denny arriva le premier, vêtu d'une simple chemise en lin et d'un jean foncé, assis sur un banc avec un sac d'arachides grillés que les jumeaux avaient insisté pour qu'il porte au cas où maman aurait faim. Déborah apparut bientôt, son allure calme, son sourire tendre, mais illisible. Elle s'assit à côté de lui, inhalant le jasmin dans l'air. « Tu as été patient, dit-elle, les yeux tournés vers l'avant. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti seul dans une décision. » Denny se tourna vers elle, silencieux, écoutant. « Pendant tout ce temps. » Poursuivit-elle, je pensais que guérir signifiait me choisir moi-même, mais j'ai réalisé que choisir l'amour, un amour vrai et sain, ce n'est pas m'abandonner. C'est rentrer à la maison à mes propres conditions. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une simple bague tressée faite de fil en cara. Pas de diamant, pas d'or, juste un tissu symbolique et fait à la main. Ce n'est pas une demande en mariage traditionnel, dit-elle. C'est une déclaration de choix. Je te choisis, non par désespoir, non par souvenir persistant, mais parce que je t'ai vu devenir l'homme que j'avais autrefois prié que tu sois. Et je veux que nous construisions quelque chose de mieux, ensemble. Denny fixa la bague, momentanément sans voix. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix hésitante, parce que je ne te décevrai pas cette fois. Déborah sourit, glissant la bague sur son auriculaire. « Alors ne nous déçois pas, c'est ça la promesse. » Dans le jardin tranquille, au milieu du bruissement des feuilles et de la lumière déclinante, Denny se pencha et pressa doucement son front contre le sien. Il n'y avait pas de spectateurs, pas d'orchestre, juste deux cœurs enfin alignés, pas parfaits, mais en rythme. Et c'était plus que suffisant. Le lendemain matin se déroula sans grandeur. Les jumeaux se réveillèrent tôt, bondissant dans la cuisine en pyjama froissé et sourires endormis. Denny se tenait devant la cuisinière, retournant des crêpes, tout en fredonnant une mélodie qu'ils connaissaient tous. Déborah, enveloppée dans sa robe de chambre, s'appuya contre l'embrasure de la porte, regardant la scène comme quelqu'un assistant à l'accomplissement silencieux d'un rêve qu'elle avait autrefois abandonné. « Tu as oublié d'ajouter des bananes » cria Daniel. « Non, papa a dit que c'est une saveur surprise aujourd'hui » intervint Daniel. Denny se tourna avec moque gravité. « Saveur surprise signifie que je n'avais plus de bananes, mais j'espérais que vous ne remarqueriez pas » Les jumeaux éclatèrent de rire, et Déborah secoua la tête, gloussant. Il n'y avait plus de tension, juste le confort du rythme, la paix de savoir que tout le monde appartenait. Tandis qu'ils s'asseyaient ensemble, 4 assiettes, des tasses dépareillées, de la nourriture chaude entre eux, Déborah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'immobilité. Non pas l'immobilité de l'absence, mais de la présence. « Maman, dit Daniel entre deux bouchées. Quand est le mariage ? » Déborah et Denny échangèrent des regards. « Bientôt, répondit Déborah, mais nous sommes déjà une famille. C'est la partie la plus importante. » Denny tendit la main sur la table et lui serra doucement la main. « Et cette fois, ajouta-t-il, nous la construisons brique par brique, pas fantasme par fantasme. » Les jumeaux hochèrent la tête, ne comprenant pas entièrement, mais sentant la profondeur de la chose tout de même. Alors que le soleil entrait à flot par la fenêtre et que les bruits de la vie ordinaire continuaient, le passé ne planait plus. Il avait été affronté, ressenti, pardonné, et à sa place se tenait quelque chose de tranquillement extraordinaire, l'amour choisi délibérément, vécu au quotidien, chéri. Une famille enfin. Voici le verset de la Bible, Joël 2,
verset 25, et NIV. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ce verset capture magnifiquement le parcours de Déni et Déborah. Comment le temps autrefois perdu par orgueil, trahison et silence fut lentement racheté par humilité, responsabilité et amour. Malgré des années de séparation, ce qui semblait irréparable n'était pas au-delà du pouvoir de restauration de Dieu. Morale de l'histoire. Le véritable amour ne se prouve pas par de grands moments, mais par une présence constante, la responsabilité et l'humilité. Dans un monde guidé par les apparences et l'ambition, Déni a appris trop tard que le succès sans vérité émotionnelle est vide. Déborah lui a enseigné que la guérison ne vient pas du sauvetage, mais du fait d'être vu, respecté et choisi quotidiennement. Même après un chagrin, la confiance peut être reconstruite, non pas par des excuses seules, mais par des actions qui honorent le poids du pardon. L'amour, lorsqu'il est honnête et patient, ne peut pas seulement survivre au feu, il peut reconstruire à partir des cendres. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être informé dès que nous mettrons en ligne nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.